dans cette présentation et je coordonne le projet Passerelle Normandie. J'ai préparé cette présentation en discussion avec Martha Mété pour en fait vous resituer le projet dans la démarche et dans la structure qu'on a montée sur le pays du Bocage-Ornay pour mieux comprendre d'où ce projet vient et qu'est-ce qui a fait qu'on a eu envie en fait de se lancer dans cette aventure Passerelle Normandie. Alors, je vais essayer de bouger les slides. Okay. Alors, qui sommes-nous? Alors, on va partir du tout début. Donc, on est en 2017 et donc il y a mon collègue Igor Louboff qui travaillait au ministère des Affaires étrangères à Paris et il en avait un petit peu marre d'être dans une grosse structure et avec une politique un peu peut-être trop hiérarchique et verticale. Donc, il voulait quitter la ville et avoir une approche un peu plus locale. Donc, il a commencé à chercher un endroit où il pourrait s'installer. Il voulait rester connecté à Paris par le train. Il s'était dit maximum 2 heures. Donc, il a commencé à faire un cercle un peu autour de Paris. Et il a trouvé son bonheur dans l'Orne, dans un petit village qui s'appelle Chendouy. Donc il est arrivé et il a fait ce que personne, enfin ou peu de monde, ou on va dire les plus courageux ou courageuses font, c'est-à-dire arriver sur un territoire qui n'était pas le sien parce qu'il est originaire de Tours et il ne connaissait ni les projets ni les personnes. Il quitte son emploi et le voilà dans sa maison dans le village de Chendouy. Il a eu pas mal de temps où il s'est dit bah, c'est compliqué de rencontrer des gens, de découvrir le territoire quand on ne vient pas forcément de là. Et ce qui lui a permis de rencontrer plus de monde, c'est son implication au sein d'une recyclerie qui est située à côté de Flers, donc toujours dans l'Orne, en Basse-Normandie. Et ça lui a permis de rencontrer de nombreuses personnes qui lui ont fait rencontrer d'autres personnes et de découvrir des projets et citoyens du territoire. Donc la recyclerie, elle s'appelle Les Fourmilières pour ceux que ça intéresse. Son envie aussi, au-delà de quitter son emploi, c'était de se dire j'ai envie d'agir sur un échelon ni trop grand, ni trop petit, sur un projet avec plus de sens, sur un territoire. Donc, la première étape, c'était vraiment c'est quoi ce territoire où je suis, qui sont ses acteurs, qui sont ses citoyens, quels sont ses enjeux, ses défis. Je vais prendre le temps de découvrir. Et il a mis tout ça à l'écrit sur un livre blanc. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais laisser la présentation. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer sur son livre blanc. Et donc, en fait, il s'est dit, le pays du bocage, donc à l'échelle d'un pays, c'est un échelon qui lui semblait ni trop grand ni trop petit pour imaginer des projets sur ce territoire. Donc, le pays du bocage, on est toujours dans l'Orne et c'est à peu près 80 000 habitants, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a eu plusieurs axes dans ces rencontres et dans ces échanges et dans ces expériences qui sont arrivés. Et un des axes, et je prends celui-ci parce que je vais parler de Passerelle Normandie ensuite, c'est comment favoriser la venue de nouvelles personnes sur le territoire. Il a vécu ça, il a eu cette transition où il s'est dit c'est pas forcément facile quand on ne connaît pas les acteurs, les personnes, le territoire. Et il s'est dit ça pourrait être cohérent d'imaginer une maison, un endroit qui est un peu une espèce de passerelle ville-campagne. Et donc, c'est la naissance d'un lieu. Donc, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu en ce moment. Donc, un espace un peu hybride entre le travail et le domicile, qu'on appelle là le co-living El Capitan. Donc, c'est une maison qui est située au Tourail, donc à peu près 10 minutes de là où habite Igor et à peu près à 10 minutes de Briouze. Donc, Briouze, c'est la grande ville qui est connectée par le train à 2h15 de Paris, 1 heure
de Caen en voiture. Et donc, c'est une maison qui accueille pour quelques jours des personnes qui ont envie soit de quitter la ville, de découvrir des personnes, découvrir un territoire, échanger. Les gens peuvent loger quelques jours. Et on est vraiment dans un village de 70 habitants, donc en pleine campagne. Et c'est un lieu qui est aussi accessible aux voisins et aux personnes du territoire. Donc ça crée des rencontres de personnes qui ne se seraient pas forcément rencontrées entre le voisin, l'agriculteur, la personne qui est là de passage pour quelques jours, qui vient du Caen, de Havre, de Paris. Et ça permet pour les gens qui viennent et qui ne sont pas de ce territoire de venir progressivement, et ceux qui ont envie de s'installer, parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'envie mais qui ne passent pas à l'action, de venir, revenir sans engagement et d'y aller plus doucement et de passer le cap en ayant découvert ce territoire. Donc ça, c'est vraiment le co-living tel qu'il est actuellement. En 2018, on était vraiment à quelle est l'idée qui lui était venue de par son expérience. Donc c'est une démarche qui au début où Igor était seul et en fait d'un projet on va dire seul, c'est devenu un projet collectif parce qu'il a rencontré des nouvelles personnes qui ont eu envie de se joindre à la dynamique, donc Adrien, Hélène, Corentin et moi. Et notre première étape, c'était vraiment de comprendre le territoire, les enjeux, les défis, rencontrer les acteurs et les citoyens. Tout ce que Igor avait fait, on a continué à le faire parce qu'en fait, aucun de nous venait de ce territoire. On est tous passés par le co-living El Capitan, mais ça nous a appelés sur les mêmes constats, plus de sens, plus d'impact. On avait envie de sortir de grosses structures, on avait envie de quitter la ville. Mais comme on ne connaissait pas ce territoire, il fallait aussi le vivre et le découvrir pour pouvoir imaginer des choses, tisser des liens avec les personnes et rien attendre en retour, juste comprendre. Donc la démarche qu'on a créée et lancée en 2018 sur le pays du Bocage-en-Nez, elle a un nom, elle s'appelle Territoire en commun. Donc, je vais vous la présenter telle qu'on la présente actuellement. Forcément, elle a évolué depuis 3 ans. Mais l'idée, c'est comment, sur un territoire, on peut créer des liens entre différents acteurs, que ce soit un citoyen, un élu, une association, pour faire émerger des projets durables pour le territoire qui soient centrés sur l'humain et l'environnement. C'est comment on donne l'envie d'agir et que collectivement, on arrive à faire ces projets. Donc ça, c'est pas il n'y a pas d'entité juridique liée à cette démarche, c'est vraiment la démarche qui est le fil conducteur de tous les projets qu'on va faire. Hop. Voilà. Alors, j'attends parce que c'est un peu en décalé. Pour comprendre, avant de vous expliquer ce qu'il y a dans cette démarche, je voulais vous présenter rapidement, pour ceux qui ne sont peut-être pas de Normandie, le pays du Bocage-en-Nez, en fait, c'est un territoire qui comporte à peu près 90 000 habitants, donc un tiers de l'Orne, avec 132 communes, mais 3 grosses communes, Flers, La Ferté-Macé et Donfont, qui agrègent 20 000 habitants. Donc, il y a beaucoup de petites communes. On est vraiment sur un territoire qui est très rural. Donc, vous pouvez le voir sur la carte en rouge foncé, où se situe ce pays du Bocage par rapport à Caen, Saint-Lô ou Alençon. On a un territoire qui, comme beaucoup de territoires ruraux, a des défis de déclinaison, des populations qui est de plus en plus âgée et qui ce territoire il perd sa population chaque année, donc je crois que c'est moins 0,3 à l'échelle de l'Orne, et dans les 15 dernières années, à l'échelle du territoire, c'est moins 5%. Donc forcément, plus de départs en retraite, de médecins, des jeunes qui partent des territoires pour aller dans les villes où ils peuvent faire leurs études, et donc
peut-être moins de familles, moins de classes, donc fermeture des écoles, fermeture de la poste, enfin peut-être que c'est des choses qui peuvent se retrouver beaucoup en ruralité et forcément ça a un impact sur l'économie globale. Mais à côté de ça, on dit que, on voit ce territoire comme un territoire avec beaucoup d'atouts. Il y a quand même des beaux paysages. Pour ceux qui connaissent, il y a ce qu'on appelle la Suisse normande, c'est vallonné, c'est hyper central parce qu'on n'est pas très loin de Caen, on n'est pas très loin de Paris, on n'est pas très loin du parc Normandie-Maine. Il y a l'immobilier, je crois qu'on est le deuxième département où les prix de l'immobilier ont le coût le plus faible. Il y a un patrimoine agricole riche et diversifié parce qu'il y a pas mal d'AOP ou de produits labellisés et des acteurs territoriaux qui sont très dynamiques. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y en a plein, c'est hyper dynamique, mais ça fonctionne en silo et il n'y a pas forcément de lien entre toutes ces dynamiques et on peut passer sous le radar de beaucoup d'initiatives quand on les voit pas. Donc ça, c'était un peu nos constats et qui ont forgé cette démarche et que maintenant, on va diviser en 3 pôles. Donc la démarche globale que je vous ai présentée, faire du lien entre tous ces différents acteurs pour faire émerger des projets, ça peut se faire soit via un pôle qui est plutôt citoyen, où on est tous bénévoles. Donc c'est vraiment comment on part d'une envie citoyenne pour en faire un projet de territoire. Je vais vous dire un exemple et je suis désolée parce que c'est assez dense, mais voilà. Enfin, et du coup, par exemple, il y a des parents qui se sont dit ah bah tiens, je suis choquée de voir des fraises à la cantine pour mes enfants en plein de mois janvier. Mais à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Pourtant, on se rend compte que tel agriculteur, il a aussi cette envie de remettre du local dans les cantines. On se rend compte que tel intendant de collège, il a aussi envie. Et en fait, en créant du lien entre ces différents acteurs, et ben en fait, ça crée une dynamique de groupe qui va réfléchir à ce sujet-là. Et ça, c'était en janvier 2019. Et maintenant, il y a un projet de filière légumière qui est à l'état de test sur différents établissements scolaires pour approvisionner du local dans les cantines. Donc, c'est comment on part d'un projet, d'une envie citoyenne et on en fait soit un projet collectif, soit un projet de territoire. Donc ça, c'est le pôle plutôt citoyen où tout le monde est bénévole mais a envie d'agir collectivement. Après, il y a le co-living dont je vous ai parlé, qui est vraiment l'espace physique où se croisent des personnes du territoire, des personnes qui viennent pour quelques jours, qui sont plutôt des urbains, 25, 40, qui viennent des villes. Et à côté de ça, donc la troisième entité, c'est la COP des territoires. Donc la COP des territoires, c'est la structure commerciale. Donc c'est un format de société coopérative qui en fait héberge les projets contractuels et qui nous permet de nous salarier tout en continuant à nous impliquer bénévolement et sur les projets citoyens et sur le co-living, parce que le co-living, c'est aussi une entité où on est tous bénévoles. Donc la COP des territoires, pour finir, après on passera tourner à Passerelle Normandie. Elle est composée de 4 salariés associés, donc c'est les 4 que vous avez vus qui ont rejoint au début Igor dans cette dynamique, et désormais de 3 services civiques, Alban, Samuel et Rémi. Et à part les services civiques où c'était des offres d'emploi, offre de services civiques, on est tous passés par le co-living El Capitan. Donc en fait, on s'est impliqué dans cette démarche de territoire en lien avec les citoyens et les différents acteurs, mais notre porte d'entrée a été le tiers-lieu du co-living El Capitan. On a créé cette structure coopérative en septembre 2019. Et on travaille avec différents acteurs sur le territoire, des partenaires, des prestataires, des citoyens, mais également des personnes qui passent par le co-living, qui ont des compétences qui n'ont pas été forcément trouvées sur le territoire. Voilà. Et donc, c'est avec cette structure coopérative qu'on s'est lancé dans le projet Passerelle Normandie, dont je vais vous parler. Donc, le projet Passerelle Normandie. Pour vous le
resituer, c'est un projet donc porté par la structure coopérative de la COP des territoires, en lien avec une dizaine de partenaires. On a répondu en 2019 à un appel à manifestation d'intérêt, où on a été sélectionné, puis un appel à projet en 2020. Donc, c'était un appel à projet lancé par le réseau rural normand. Et on a choisi l'axe du lien ville-campagne. On a choisi de partir sur des thématiques qu'on avait déjà abordées dans le cadre de la démarche territoire en commun, qui sont la santé, l'agriculture et les tiers-lieux. On les avait abordées au niveau du pays du Bocage-Ornay, comme je vous l'ai présenté. Mais là, avec le projet Passerelle Normandie, la spécificité, c'est qu'on est sorti de ce périmètre du territoire du pays du Bocage-Ornay pour aller à un échelon plutôt régional, en se disant que les enjeux des territoires ruraux et l'envie de personnes de quitter la ville pour aller à la campagne étaient similaires dans différents endroits en Normandie. C'est un projet qui dure 2 ans, qui a commencé à l'été 2020, donc opérationnellement parlant, donc on n'a pas encore 1 an du côté opérationnel, et je vous ai mis les financements. Donc ça a des cofinancements de l'État, de la région Normandie, du FEADER/région via le réseau rural, de l'agglomération de Flers, et une partie d'autofinancement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet Passerelle Normandie? En fait, Passerelle Normandie, c'est né d'un désir d'accompagner les personnes dans leur transition pro et perso vers les territoires ruraux normands. On a ciblé les 3 thématiques. Donc, l'agriculture, c'est d'accompagner les personnes qui ne sont pas forcément de ce milieu et qui ont envie de se lancer dans une activité agricole. La santé, c'est en fait promouvoir les territoires ruraux auprès des professionnels de santé internes, de médecine ou autres. Et les tiers-lieux, c'est pour les personnes qui auront envie de se lancer dans la création d'un lieu qui recrée du lien dans les territoires ruraux. Et ces thématiques-là, en fait, à chaque fois, il y a des partenaires qui sont associés à chaque thématique. Donc, sur l'agriculture, on va retrouver Bio Normandie, les CIVAM, Rhizome, Campacity. Sur les tiers-lieux, on va retrouver Village Magazine, une structure d'accompagnement aussi de l'économie sociale et solidaire qui s'appelle l'ARDES. Sur la santé, des personnes de collectivités, mais aussi des associations de structures du médico-social, social et sanitaire. Et en fait, nous, on a imaginé le projet par cycle. Donc, c'est des cycles qui se divisent en 3 temps. Donc, si je reprends l'exemple de l'agriculture, on va aller filmer des porteurs de projets qui ont fait cette transition. Par exemple, on est allé filmer Clément Gogol qui s'est lancé dans du fromage et qui avant travaillait dans une entreprise et qui a fait cette transition pour montrer, il y en a d'autres qui l'ont fait, quelles ont été les difficultés, quelles ont été les envies, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont fait cette transition, pour pouvoir montrer et inspirer des personnes qui auraient envie de partir à la campagne et de se lancer dans une activité agricole. Le deuxième temps, c'est des rencontres en ville, parce qu'on se dit, en fait, nous, on va essayer de cibler les personnes qui sont vraiment au stade d'idée. Pas les personnes qui se sont dit, OK, c'est bon, moi, je me lance en maraîchage, qui sont déjà dans des formations, mais vraiment la personne qui a envie, mais qui le fait pas forcément pour X ou Y raison, mais qu'il faut aller un petit peu chercher par la main pour dire, écoute, c'est possible, il y a des partenaires qui accompagnent, il y a des gens qui l'ont fait, et qu'est-ce que tu as besoin pour faire ce pas? Après, on n'est pas du tout dans du prosélytisme. Les personnes qui sont vraiment bien en ville, qui s'épanouissent ou qui sont dans une alternance ville-campagne, en fait, tout le monde a son équilibre. Et nous, on veut vraiment aller chercher ceux qui ont envie, mais qui ont des freins et qui ne le font pas. Donc, ces rencontres en ville, il y a des porteurs, il y a des partenaires, il y a des échanges autour de ces sujets-là. Et la dernière étape, c'est des sessions à la campagne pour aller justement proposer aux personnes qu'on a rencontrées de découvrir un territoire, de continuer à échanger sur leur idée, de l'approfondir collectivement et de pouvoir les aider dans ce cheminement. En parallèle, on développe aussi des outils
dont je vous parlerai de collaboration pour visibiliser en fait les différentes initiatives qui se trouvent dans les territoires ruraux et permettre aux personnes qui ont envie d'avoir accès à la formation d'avoir une meilleure lecture de tout cela. Alors, du coup, là, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc, il y a nos financeurs, il y a les partenaires que je vous ai cités, et en bas, il y a les prestataires communication et ceux qui développent la plateforme dont je vous parlerai. Donc, ça fait pas mal d'acteurs associés à ce projet. Ensuite, je voulais vous parler un peu de ce qu'on avait déjà réalisé en 2020 et un petit peu en 2021, en commençant par l'agriculture. Donc, on est allé filmer 4 porteurs de projets dans différents départements de Normandie avec différentes activités agricoles. Donc, c'est pareil, je vous ai mis un lien vers les vidéos si vous voulez aller voir leurs témoignages. On a organisé 3 rencontres à Caen et à Rouen pour échanger avec les différents participants sur leur idée, sur leur envie de partir et de se lancer dans une activité agricole. Et à un moment, on a eu une petite période où la dynamique, en fait, où on avait fait les vidéos, puis on avait fait les événements en ville, ça c'était en octobre, et on s'est dit, ah, ben, on va faire la session à la campagne, et deuxième confinement, donc on s'est dit, mince, comment on va maintenir cette dynamique? Donc on s'est lancé dans un cycle de rencontres avec la fondation de Yann Arthus-Bertrand, qui s'appelle la Fondation Good Planet, pour continuer à maintenir une dynamique et proposer des rencontres en ligne sur cette thématique, et on est allé filmer en direct dans des exploitations des porteurs pour aller voir en fait et s'immerger dans leur exploitation et capter leurs paroles autour de ces sujets-là. J'ai mis rencontre d'acteurs parce qu'au-delà d'un cycle de rencontres, on est vraiment aussi dans la création d'un réseau autour de ces thématiques, mais aussi autour de ces questions de lien ville-campagne. Donc, on rencontre beaucoup de monde et ça permet en fait de faciliter la mise en lien dans le cadre de ce projet, parce que si quelqu'un vient nous voir et se dit « Ah, bah moi, j'ai envie de monter tel projet » et qu'on se dit « Ah, bah tiens, on a rencontré telle personne » ou « Tiens, tel partenaire accompagne tel projet », bah, ça permet de créer plus facilement et de favoriser ces liens. Nous, on n'est pas du tout dans une posture d'accompagnement comme peuvent l'être des structures d'accompagnement, mais vraiment facilitateur et mise en lien avec les bons interlocuteurs. On veut leur montrer que c'est possible et on veut les mettre en lien avec les bonnes personnes. La dernière étape du premier cycle de cette année, c'était la session à la campagne. Donc, on a réussi à la faire la semaine dernière, où c'était juste avant ce 3e confinement. Donc, on a eu de la chance parce qu'elle avait beaucoup été décalée. Donc, on a eu 8 participants et qui ont passé 3 jours sur le territoire à la rencontre de personnes qui avaient fait cette transition, d'agriculteurs en reprise, qui cherchaient des repreneurs pour leur ferme, pour leur exposer le contexte agricole et leurs envies pour la suite, et aussi des temps plus d'introspection personnelle, professionnelle, en collectif, pour approfondir leur idée. Et donc, cette première session, elle s'est déroulée, donc je recoupe avec le début de ma présentation, au co-living Al Capitan. Et l'an prochain, ben, on espère le faire sur un autre territoire, peut-être dans la Manche. Donc voilà, donc c'était assez enrichissant et en termes de rencontres et en termes de concrétisation, en fait, au-delà d'inspirer via des contenus et de faire des rencontres en ville. Là, on a eu le sentiment d'accompagner des personnes dans leur idée, et on s'est aussi rendu compte que les personnes qui sont dans cette dynamique-là
n'ont pas forcément envie de se lancer dans une activité agricole uniquement, voilà, je veux reprendre une ferme ou je veux me lancer dans le maraîchage, mais aussi d'associer un lieu de vie à, à cette activité agricole. Donc, ça recoupe aussi avec la dynamique des tiers-lieux dont je vais vous parler. Donc, ça, c'était la deuxième thématique. Donc, les tiers-lieux, c'est pareil. On est allé filmer des porteurs de projets. On a organisé des événements en ville pour aller à la rencontre. On a continué le cycle de rencontres avec la Fondation de Planète. On a organisé au co-living une semaine autour de cette thématique en janvier. Et pareil, la notion de réseau et de rencontre d'acteurs. Donc, c'était à peu près le même déroulé, sauf que là, c'était pour des personnes qui ont envie de quitter les villes et de créer des lieux, que ça soit une épicerie-café, une ressourcerie dans les territoires ruraux. Et aussi, un des axes importants de cette thématique, c'est de montrer que ces lieux-là, c'est des lieux qui sont ressources pour les nouveaux arrivants sur le territoire, parce que, comme je vous l'ai expliqué avant, en fait, quand on passe par une ressourcerie, par un café-épicerie, salle de concert, un co-living, c'est plus facile de rencontrer des gens qu'on ne vient pas forcément de ce territoire. Donc, c'est vraiment des lieux qui ont un rôle important à jouer dans ces nouvelles dynamiques, et c'est ce qu'on voulait aussi montrer via ce cycle. Alors, la troisième étape de ce cycle, on l'a un petit peu façonné autrement au vu du contexte actuel, et donc on s'est associé avec Famille Rurale et un réseau de tiers-lieux sur le pays du bocage qui s'appelle la Fabrique du Bocage pour organiser 3 journées autour de la thématique tiers-lieux ruraux en Normandie, des dynamiques d'avenir, avec un temps, les temps sont tous en ligne, plus grand public le premier jour, un temps auprès des élus et collectivités pour sensibiliser au niveau des institutions à ces notions-là, parce que c'est pas forcément évident de comprendre cette notion, de savoir comment être ressource si des porteurs dans les communes ont envie de se lancer dans ce type de projet, ou si la commune a une salle ou un bâtiment vacant et a envie de se lancer là-dedans. Et le dernier jour, donc là on est plutôt sur vraiment ce qu'on veut faire dans Passerelle Normandie, accompagner, approfondir les idées de personnes qui ont envie de se lancer dans la création de lieux en zone rurale. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Donc pareil, je vous ai mis les liens si jamais ça vous intéresse. Et la dernière thématique, du coup, c'était la santé. Donc la santé, on l'a pas débuté comme les autres thématiques en septembre, parce que au vu du contexte actuel, c'est pas la thématique la plus simple. C'est plus facile de communiquer, d'aller à la rencontre en disant hey, tu veux quitter la ville et te lancer dans de la bière, ou te lancer dans la création d'une épicerie solidaire, que d'aller toucher le public des professionnels de santé et étudiants en spécialité ou en médecine. Donc, on a commencé qu'en début d'année. Et comme le sujet est complexe, on se dit, bah tiens, on va y réfléchir collectivement. Donc, on a organisé un défi santé en se disant, bah voilà, comment on fait pour toucher ce public-là, tout simplement. Enfin, on a envie de promouvoir les territoires ruraux auprès des professionnels de santé. Comment ensemble on réfléchit à quelle est la meilleure manière de les aborder, d'aller à leur rencontre, parce qu'en fait, une fois qu'on sait quel professionnel de santé ou quel interne a envie de partir à la campagne, que ce soit les collectivités, que ce soit les acteurs locaux, il y a une réponse et une envie d'accueillir ces personnes, mais le plus dur, c'est de trouver quelle personne dans ce secteur-là a envie. Donc voilà, donc c'était un premier défi avec une vingtaine de personnes autour de la table qui a réfléchi. Et
Et on a commencé aussi la partie vidéo. Donc, on va filmer normalement le 23 avril une interne de médecine qui est installée dans un hameau en, en Basse-Normandie vers Vimoutier. Et normalement, on va aussi aller filmer un médecin à Ponduy, une étudiante sage-femme qui vont partir à la campagne. Donc, on commence le cycle plus doucement que les autres, mais on y arrive. Et la dernière partie, donc c'est la partie plateforme, ce qu'on appelle le système d'information territoriale. Alors, je ne suis pas du tout la bonne personne, enfin la meilleure personne pour vous le présenter, mais je vais vous le dire globalement, et si ça vous intéresse, je pourrais vous orienter vers les bonnes personnes. Donc en fait, c'est une plateforme qu'on va monter dans le cadre du projet qui est basée sur une technologie qui s'appelle le web sémantique. Donc, qu'est-ce que c'est que le web sémantique? En gros, c'est comment on standardise un peu les données pour que tout le monde parle la même langue. À titre d'exemple, je vais vous prendre l'exemple de la santé. Il y a plein de bases de données sur où est-ce qu'il y a des pôles santé, où est-ce qu'il y a des besoins en termes de recrutement. Il y a aussi des bases de données sur quelles sont les écoles en Normandie et des bases de données, on va dire, sur les postes de professeurs des écoles. Si on imagine une plateforme qui agrège ces différentes bases de données, parce qu'elle va standardiser toutes ces données et elle va les mettre dans un espèce de pot commun où on va pouvoir en faire ce qu'on veut, bah, quelqu'un qui va dire bon bah moi je suis médecin, mon compagnon est prof et je cherche une place pour mes enfants pour les qui sont en 5e et en 6e, et ben la plateforme sans aide sans personne qui va faire le travail pour elle va pouvoir intelligemment en fait aller chercher la donnée et dire bon bah là en fait tu as un poste de prof, tu as un poste de médecin et une école à proximité. Et en fait, tout ça va se faire de manière automatisée et c'est ce qu'ils appellent rendre les données interopérables. Donc, c'est des prestataires qui s'appellent Data Player et l'Assemblée virtuelle qui bossent d'une manière plus globale au niveau national sur cette technologie qui disent que c'est la révolution du web. Et nous, en fait, on fait une petite partie à travers ce gros projet pour l'appliquer à Passerelle Normandie. Donc voilà. Donc encore une fois, je maîtrise pas trop ces termes-là. Mais je pourrais vous orienter si vous voulez en savoir plus. Pour finir, moi j'ai juste fait une petite slide sur les suites. Donc, on va continuer, on va finir le cycle de la santé. On va continuer sur des nouveaux cycles pour l'agriculture et les tiers-lieux. On n'a pas encore réfléchi à quel axe on pourrait imaginer. On a juste des constats de l'agriculture. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de créer des lieux de vie, donc il y a peut-être quelque chose à imaginer en lien avec les tiers-lieux et l'agriculture. Et à chaque fois, en fait, on réfléchit avec les différents partenaires pour voir vers où on veut aller et comment toucher le bon public et répondre aussi à un besoin de territoire. Parce qu'en fait, ces thématiques-là, que ce soit l'agriculture, les tiers-lieux ou la santé, c'est tous des enjeux qu'on a identifiés sur les territoires ruraux, et la venue de nouvelles personnes sur ces territoires en lien avec ces thématiques permettrait de redynamiser ces territoires. Et la poursuite du travail sur le système d'information territorial que je vous ai présenté. Donc ça, c'est pour la deuxième année du projet. Et après, on se dit, bon, bah voilà, et ça dure 2 ans, c'est une subvention. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour pérenniser? Parce que là, on a créé toute une dynamique collective via ces cycles, aussi au niveau de notre communication, du réseau formé. Et en avril 2022 ou l'été 2022, si on arrête tout, ce serait un peu dommage. Donc, il y a des idées. Donc là, on a mis quelques idées. Rien n'est formalisé. C'est juste des pistes de réflexion en se disant, bon, est-ce qu'il n'y a pas une notion d'accompagnement plus poussé à la transition en lien avec les bons acteurs et aussi l'idée de comment en fait on pourrait aussi valoriser plus d'initiatives inspirantes sur les territoires ruraux avec une plateforme transmédia, parce que bien souvent on se rend compte que
l'utilisation de ces médias, c'est pas forcément des choses qui sont utilisées. Je veux dire un exemple, par exemple, la recyclerie des fourmis vertes dont je vous ai parlé au tout début de ma présentation. Rechercher un directeur et en fait, on leur a proposé de filmer. Donc c'était lié à Passerelle Normandie, mais c'était pas quelque chose qu'on devait faire au début. C'est juste, on s'est dit, ah tiens, ça pourrait être intéressant de voir. Donc, on a filmé la recyclerie, le besoin pour cette offre de poste. Et après, on l'a diffusé via Passerelle Normandie et via tous les réseaux d'acteurs. Eux aussi, on l'a diffusé. Et en fait, on s'est rendu compte que ça permettait de visibiliser un besoin sur le territoire en termes d'offres d'emploi et qu'il y a des candidats qui ont postulé à cette offre parce qu'ils ont vu ça via les réseaux de nos partenaires et de Passerelle Normandie. Et c'est pareil pour la reprise de ferme. On a filmé deux exploitations et agriculteurs qui montrent leurs fermes, qui expliquent leurs besoins au niveau de cette reprise, comment ils imaginent, comment ils sont arrivés là. Et c'est pas des personnes qui auraient utilisé ces médias-là pour visibiliser leurs besoins. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait continuer à voir comment. On s'est dit aussi peut-être d'autres thématiques en lien avec les besoins des territoires et on réfléchit forcément à un modèle économique qui pourrait être plus pérenne que là, le projet qui est un impulseur, enfin la subvention impulse le projet, mais pour qu'il soit durable sur les prochaines années. Donc voilà, je vous ai mis à la fin les liens, que ça soit de Passerelle Normandie. Donc on a les vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube, on a une page Facebook et Instagram, mais aussi les liens de la démarche que je vous ai présentée, du co-living et de la COP des territoires, parce que là, je vous ai dit beaucoup d'informations, donc c'est peut-être un petit peu dense, mais que vous pourrez retrouver sur la présentation et au niveau de ces liens. Voilà. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions pour ce prochain temps. Merci beaucoup, Aline, pour cette présentation. Il y a eu pas mal de questions dans le chat, notamment de Claire de Blic, et quelques réponses. Merci Rémi pour les réponses aussi fournies. Mais Claire, si vous voulez prendre la parole il y avait notamment une question sur la santé. Et est-ce que ça crée un peu une concurrence entre les villes et les campagnes ou entre les campagnes de chercher à attirer des nouveaux professionnels? Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole, Claire. Vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra. Oui, bonjour. Écoutez, je crois que les questions, elles étaient effectivement, j'ai essayé de faire assez synthétique, mais je peux les récapituler ici à l'adresse de Aline. Le premier sujet, c'était sur la santé. Effectivement, je me demandais si ça ne vous mettait pas en concurrence avec d'autres territoires, que ce soit des territoires urbains ou des territoires ruraux, parce que le sujet de la saturation au niveau de l'accès aux professionnels de santé n'est pas l'apanage des campagnes pour avoir rendez-vous avec par exemple un dermato, une dermato, enfin c'est 6 mois à Paris quoi. Donc, voilà, donc je me demandais comment gérer cette concurrence parce que d'habitude c'est vrai que sur les sujets d'économie sociale et solidaire on évite la concurrence, mais là il y a vraiment un problème de nombre de professionnels. Voilà. Et je mettais un tout petit commentaire en disant que c'est pour moi directement la conséquence de l'aspect curatif de la santé en France et pas préventif, parce qu'il y a beaucoup de gens dont on ne préserve pas la santé. Bref, donc ça c'était le premier. Ensuite, j'étais curieuse de savoir par rapport à votre système d'information. Je trouve ça génial et je me demandais s'il y avait des organismes, notamment publics, qui avaient ouvert leurs données pour vous permettre d'agréger tout ça. Voilà. Et puis, du coup, j'étais intéressée d'avoir aussi le nom du prestataire qui vous avait accompagné là-dedans. Et puis, je crois qu'il y avait une dernière question. Oui, c'était les relations avec les élus là-dedans. Voilà, de l'accompagnement des projets, comment ils avaient été supportés, est-ce qu'il y avait eu des freins, comment vous aviez organisé un peu cette campagne de sensibilisation. Et j'ai vu qu'il y avait cette session organisée le 16 avril. Merci pour vos réponses et cette présentation qui est super intéressante.
Je suis désolée, du coup, mon écran a complètement bugué, donc j'ai dû quitter, je suis revenue, donc j'ai entendu la première question sur la santé et j'ai entendu la fin de la question sur les élus. Du coup, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose entre deux, parce qu'en fait, mon écran a fait des choses bizarres, du coup, j'ai dû quitter la réunion. Pas de souci. C'était sur le système d'information, s'il y avait des organismes publics qui avaient ouvert leurs données pour vous permettre d'agréger. Et sur les élus, sur la stratégie que vous aviez eue pour les sensibiliser au fur et à mesure et pour avoir une stratégie d'inclusion aussi du politique dans vos projets de terrain. Merci beaucoup. Ouais. Ok. Sur la santé, en fait, vos propos recoupent les différents acteurs qu'on a pu rencontrer, notamment par exemple la métropole de Caen, se dire en fait si on fait toute cette communication pour les territoires ruraux, il y a aussi des besoins dans les métropoles et dans les villes. Mais en fait, le Passerelle Normandie, l'ambition, c'est vraiment de toucher le public qui a envie d'y aller. Et en fait, c'est pas de dire toi, médecin en ville, c'est mieux à la campagne parce que l'herbe est plus verte, mais vraiment de se dire en fait d'accompagner les personnes qui auraient cette envie mais qui ne le feraient pas. Donc peut-être qu'en les accompagnant, ça crée une sorte de concurrence avec les villes, mais comme le discours n'est pas de convaincre ceux qui y sont, nous, on veut juste ouvrir les portes et la personne, enfin le professionnel de santé ou la personne qui a envie, lui dire que c'est possible et qu'après, en fait, c'est le choix de cette personne d'y aller ou non. Sur le côté du système d'information territoriale, alors, comme je ne suis pas la mieux placée, il me semble que pour le moment, ils sont en train de développer ce système-là et qu'ils n'ont pas encore commencé à solliciter les bases de données des différents structures ou institutions. Donc, ils n'en sont pas à ce stade. Après, ça serait intéressant de leur demander sur d'autres projets comment ça se passe. Je sais que, par exemple, un de leurs projets qu'ils ont mis en place, que peut-être certains connaissent, c'est le projet qui s'appelle, la plateforme qui s'appelle Transiscope, qui référence des projets en lien avec les transitions économiques, sociales, solidaires. Mais on n'a pas encore ce retour à vous apporter parce qu'on n'est pas encore à ce stade. Et sur les élus ou les collectivités, alors, en fait, comme c'est un projet qui est financé 100% par des financeurs publics, ça nous a permis de pouvoir échanger sur, au début, quand on montait ce projet, d'aller voir différentes institutions publiques pour leur présenter leur projet, leur montrer en fait ce qu'on avait envie de faire. Et donc, en fait, on est en fort lien avec que ce soit la région, réseau rural, l'État, les collectivités dans ce projet parce qu'on est financé par des structures publiques, mais aussi parce que forcément dans chaque thématique s'associent des institutions. Par exemple, quand on va faire des sessions à la campagne sur l'agriculture, on va forcément, là on avait invité des personnes de l'agglomération de Flers ou d'autres acteurs qui ne sont pas forcément publics mais qui sont représentatifs des structures agricoles. Pour le tiers-lieu, il y a ce côté sensibilisé à cette notion que vous avez pu voir. Et sur la santé, on est... il y a certaines communes qui nous suivent et qui sont intéressées parce que forcément c'est un besoin de nombreuses communes rurales de trouver un médecin ou un professionnel de santé sur leur territoire. Voilà. Super, je vous remercie. Juste, rappelez-moi le nom du coup du prestataire qui pour le système d'information territoriale et qui fait aussi le Transiscope apparemment. C'est Data Player et l'assemblée virtuelle. Les deux sont en lien. C'est l'assemblée virtuelle, mais pas Data Player. C'est super. Merci beaucoup, Aline. Et la personne qui travaille sur ça, c'est Pierre Bouvier et Simon Louvet, si jamais. Enfin, je pourrais vous envoyer leurs coordonnées. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, vous pouvez directement ouvrir vos micros et les poser.
Il y avait une question d'Alison Bessa dans le chat, mais qui a trouvé une réponse. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. Oui, bonjour, Alison Bessa, donc pour la région Sud. Effectivement, j'avais une question sur les financements, mais on a pu me répondre dans le chat. Mais j'avais une autre question un peu plus concrète sur les tiers-lieux. C'est vrai que quand on vit en ville, on se pose pas forcément la question d'aller dans des lieux de rencontre, voilà, pour échanger avec ses voisins, avec les personnes de son quartier. Donc, comment en fait on va dire le tiers-lieu, il est mis en avant. Enfin, comment les personnes savent que ce lieu existe. Comment on peut favoriser la venue des personnes dans ce type de lieu en fait, qui est assez voilà différent de ce qu'on peut trouver en ville pour les citadins. Alors, en fait, il y a pas mal de tiers-lieux. Enfin, ça dépend. Chaque tiers-lieu a son mode de fonctionnement et la façon de faire. Mais ce qui marche bien, par exemple, il y a un tiers-lieu qui vient d'ouvrir. Enfin, je prends l'exemple du Carabo, qui est un tiers-lieu à Rabaudange dans l'Orne. En fait, les personnes qui ont choisi de se lancer dans cette aventure en 2018, en fait, ont lancé des réunions publiques en lien avec les habitants avant même la création du lieu, parce que le lieu est en travaux. Donc en fait, elles sont allées voir les habitants et elles se sont dit bon bah de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous verriez en fait dans ce lieu et qu'est-ce que vous pouvez apporter. Donc en fait, ils ont créé cette dynamique avec les habitants pendant 2 ans. Et là, le lieu, il est ouvert, enfin, il a ouvert le 3 avril et que la partie épicerie. Donc, normalement, c'est une épicerie, café, salle de concert et enfin, le reste, c'est impossible en ces temps. Mais en fait, la communauté, elle existe et elle est hyper active. Ils ont même un outil pour échanger qui s'appelle Discord. Et en fait, depuis 1 an, il y a plein de gens associés à ce lieu. Et le lieu, en fait, il vit avant même que le bâtiment ouvre. Et, et donc ça, c'est un exemple qui fait que en fait, ce lieu peut être connu des habitants et des différents réseaux. Et en fait, souvent, on voit dans les tiers-lieux où il n'y a pas forcément beaucoup de monde, c'est que la communauté n'a pas été en fait pensée ou créée avant même l'ouverture ou au moment de l'ouverture. Et donc, la chose la plus importante en fait dans un tiers-lieu, c'est sa communauté. Donc en fait, si on n'alloue pas de l'énergie à la développer et à la faire vivre, le tiers-lieu peut très bien être une coquille vide où il y a coche toutes les cases en fait on pourrait faire ci, ça, mais si personne n'y est, en fait comme c'est les personnes qui sont actrices de ce lieu, ça ne marchera pas forcément. Voilà. D'accord, oui. Donc, c'est tout ce qui est en amont aussi de la création même du tiers-lieu. Ouais. Et pour répondre aussi, par exemple, sur le co-living, nous, on a commencé par cercle un peu concentrique, c'est-à-dire nos réseaux professionnels et personnels, puis les réseaux des réseaux. Et en fait, ça a été très lent. Au début, il y avait 3-4 personnes. On se disait, ah bah tiens, il faut remplir un peu le lieu, même si le lieu, pour le coup, on l'avait lancé. Mais en fait, maintenant, la communauté, elle est dynamique et elle est active parce qu'en fait, c'est une communauté de personnes qui a grossi lentement, mais qui est soudée et qui a pris son temps pour s'approprier le lieu. Et, euh, et voilà. Enfin, du coup, c'est en amont et même au début et la façon d'agréger et de faire communauté autour d'un lieu. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation, c'était très intéressant. Merci. N'hésitez pas s'il y a une autre question à ouvrir votre micro et à vous présenter. Pas d'autres questions? Ou des témoignages, hein, si par exemple sur vos lieux d'avis ou d'exercice professionnel, vous percevez aussi peut-être même avec avec le contexte actuel, il y a peut-être de plus en plus de monde qui quitte
les villes pour arriver en campagne. Nous, ce projet, on l'avait imaginé avant tout le Covid, le confinement, et on voit que ça a un facteur exponentiel et que ça répond de plus en plus à un besoin. Mais vous avez peut-être aussi cette vision-là de, si vous êtes dans des villes, de voir les gens qui ont envie de partir, ou sur les territoires ruraux, des gens de plus en plus de personnes qui arrivent. Ça peut être intéressant aussi. Non, pas d'autres prises de parole, pas de questions ou de remarques. Si, Simon Gombert. Je vais peut-être poser une petite question pour relancer la discussion. Effectivement, je suis animateur d'un programme leader dans les Alpes-Maritimes. Je travaille dans un PNR. On a un peu bossé sur la question des tiers-lieux, et en effet, on a rapidement identifié qu'un tiers-lieu était animé par la communauté qu'il compose, et en général ne fonctionne pas ou moins bien quand il est parachuté par une collectivité. En faisant venir des gens de la ville vers la campagne, donc certes, on aura peut-être une communauté de ces néo-ruraux, mais en termes d'ancrage local dans la population locale, qui est aussi, je pense, une condition à la réussite d'un tiers-lieu. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ce phénomène de parachutage un peu d'une communauté arrivante qui voudrait monter une activité en milieu rural et qui peut peut-être se confronter au rejet de certains habitants? C'est vrai que c'est des questions, c'est des bonnes remarques, parce que par exemple, si on prend l'exemple du co-living, comme je disais dans ma présentation, on vient tous d'endroits qui sont pas de l'Orne, et on peut avoir cette casquette de néo-ruraux, voire même si on fait des raccourcis, on nous prend pour des Parisiens alors qu'on ne vient pas forcément de Paris. Mais en fait, si je prends l'exemple du co-living, ce qui fait que on l'associe aussi à des acteurs et personnes du territoire, et avoir un ancrage plus territorial, c'est de mener des projets citoyens et des projets en lien avec différents acteurs, et que ces projets puissent se faire à travers ce lieu. C'est pas simplement un lieu pour une passerelle ville-campagne, mais c'est un lieu qui permet de réunir des citoyens et des acteurs en lien, qui ont envie d'agir sur un sujet, ou même des projets. Par exemple, dans la COP des territoires, on va accompagner par exemple l'agglomération de Flers sur la stratégie de développement durable. Les réunions, elles peuvent aussi se faire sur place. Et donc l'idée, c'est de vraiment croiser ces nouveaux publics de néo-ruraux avec des citoyens, avec des acteurs, avec des institutions. Après, c'est un éternel débat. C'est un éternel débat aussi dans la façon de présenter le vocabulaire, co-living, El Capitan. On sait qu'on se prend des remarques, que c'est et tiers-lieu, même le mot tiers-lieu, est-ce que toute personne va le comprendre? Donc c'est un effort qu'on doit faire aussi pour mieux présenter ce qu'on fait. Et souvent, ce qu'on remarque aussi, c'est que le prétexte de certaines activités fait découvrir une initiative. Par exemple, on a organisé un groupement d'achat en vrac bio pour permettre l'accès à ces produits-là à coût moindre avec différentes familles. Donc, il y a plein de familles qui sont venues dans le lieu parce que, en fait, elles voulaient acheter de l'huile d'olive ou du riz, des produits qui n'étaient pas sur le territoire. Et en fait, elles découvrent le lieu parce qu'elles vont acheter quelque chose. Et c'est pareil, à mon avis, pour le Carabo avec son épicerie. Une personne du coin va venir acheter quelque chose ou boire un café, et elle va dire « Ah tiens, il y a telle activité culturelle ». Et donc, petites activités comme ça qui sont des prétextes pour mêler ces différents publics. Et voilà. Et donc, je pense que c'est l'idée de croiser ces différents flux de personnes, et de ne pas juste dire à des néo-ruraux qui vont faire des choses de manière isolée, créer une communauté ou
les personnes qui étaient déjà sur le territoire n'ont plus leur place en fait. Oui, je voulais juste abonder là dans le sens de la remarque de Simon. Dans mon territoire, je suis pas très loin de la commune de Cray, et donc c'est juste pour apporter un micro témoignage. À Cray, on a un élu qui est donc Hervé Mariton, dont l'on est peut-être familier parce qu'il s'était pas mal mobilisé, notamment contre le mariage pour tous à l'échelle nationale, mais qui est vraiment une édile très connue sur le territoire puisqu'il en est à son 5e mandat, je crois, ou 6e, je les compte plus. Donc il est très concerné. Une nouvelle dynamique, vous savez peut-être, hein, dans la Drôme, il y a pas mal de nouveaux arrivants et de nouvelles arrivantes, donc qui sont estampillés néo-ruraux et, comme disait Aline, parisiens, alors qu'en général, ils arrivent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Et il y a eu une espèce de clivage qui a profité à Hervé Mariton. En fait, il a qualifié, en fait, il a vraiment réussi à caractériser ces arrivants-là qui pour certains s'étaient constitués en liste d'opposition et qui était une menace politique pour lui, pour les municipales de l'année dernière. Et donc il les a vraiment caractérisés de néo-ruraux, et c'était comme un peu l'invasion. Donc c'était vraiment reprenez les discours contre les Noirs, les Polonais, les Arabes, etc. Et c'était les néo-ruraux, c'était les envahisseurs finalement qui allaient en gros venir faire leur truc à leur sauce avec leurs anglicismes, comme disait Aline, avec leur façon de faire qui respectait pas les paysans, etc. Donc je pense qu'il y a et de fait, ce qui est dommage, c'est que la liste concurrente s'est un petit peu alignée sur cette espèce de paléo-rural. Vous voyez, donc c'était pas tel, ça volait pas très haut. Mais donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment quelque chose à penser, je crois, pour anticiper l'arrivée des nouvelles forces vives sur le territoire, et que ce soit vraiment perçu comme une opportunité et pas comme une menace qui viendrait porter atteinte à l'intégrité du territoire, qui viendrait bousculer ce qui est établi, etc., etc. Et qui viendrait surtout en posture de sachant aussi, clairement. Je pense qu'il y a un... Enfin, je rebondis sur le dernier mot, mais dans ce qu'on essaye de faire dans la démarche, il y a le mot humble qui revient à chaque fois, et en fait, se dire, en fait, c'est plutôt quand on est arrivé dans le pays du bocage orné, on a passé beaucoup de temps, comme je l'ai dit, à rencontrer les acteurs, à rencontrer les citoyens, sans rien attendre en retour et juste comprendre. Et nous, on n'est pas là pour... Enfin, dans nos têtes, on n'était pas là pour changer les choses, mais juste créer des liens pour que ces dynamiques se créent. Après, c'est sûr que c'est un point de vigilance. Je pense que dans Passerelle Normandie, des thématiques comme par exemple l'agriculture, en se disant c'est peut-être des urbains qui vont venir sur les territoires, mais si c'est pour lancer une activité agricole, reprendre des fermes, répond à un besoin. Et il y a des thématiques comme ça où ça passe un peu mieux, je pense, au niveau de certaines élus ou des citoyens, parce qu'ils se disent oui, s'il y a un maraîcher qui s'installe, ça va être bénéfique pour la population, pour les écoles, pour le côté lieu qui se crée. Je n'ai pas croisé beaucoup de personnes qui quittaient les villes pour arriver sur un territoire qu'ils ne connaissaient pas du tout et monter un lieu. Les gens, souvent, qui retournent, qui créent ces dynamiques de tiers-lieux et qui quittent les villes, ont une attache. Ils viennent peut-être de ce territoire où ils s'associent à d'autres personnes, mais je n'ai pas croisé des gens totalement déconnectés du territoire dans lequel ils souhaitent aller. Donc mais c'est sûr que c'est des points de vigilance, surtout si ce flux augmente. Il y a des peurs de gentrification parce que les urbains ont peut-être un niveau de vie plus important que là, par exemple, dans l'Orne, on est à 1100 € le mètre carré pour l'achat. Qu'est-ce que ça va être dans 2-3 ans si tout le monde commence à acheter des maisons trouvées dans toutes ces dynamiques et tous ces flux?
Ben, merci pour cette réponse et pour ces échanges. Ouais, il est déjà midi passé. On arrive au terme de cette webconférence. Je vous remets dans le chat les liens vers le programme des webconférences et puis le replay de cette webconférence. N'hésitez pas à mettre quelques mots dans le chat sur voilà, sur votre retour, voilà, pour qu'on ait un petit retour même des personnes qui se sont pas forcément exprimées. Merci pour votre participation à tous et à toutes. Merci Aline pour cette présentation et pour cette belle énergie dans toutes ces initiatives.